Quand tu prends ces trois éléments-là, tu mets le besoin de mobilité nocturne, le développement technologique et l'économie du partage, tu secoues un peu et beaucoup de gens ont pu avoir l'idée de Hitch à ce moment-là, qui était une application qui met en relation des conducteurs, donc des particuliers qui vont conduire de temps en temps pour amortir une partie des frais de leur voiture, et des passagers qui veulent se déplacer le soir. Donc moi je m'appelle Teddy, je suis l'un des 3 cofondateurs de Hitch. Ce que je vais faire là, on va essayer de rester ensemble pendant 1 heure et puis après j'essaierai de répondre aux questions. Donc je vais vous raconter l'histoire de Hitch. Je vais probablement un peu plus me concentrer sur le début parce que si j'ai bien compris dans le public, on a plutôt des gens qui montent des boîtes ou veulent monter des boîtes et donc autant apprendre enfin ce qu'on peut retirer de l'expérience de Hitch, mais plutôt l'expérience du début. Et puis j'irai un peu plus vite sur la suite. Elle n'est pas moins intéressante, mais ça vous concerne peut-être un tout petit peu moins, ça dépend le stade d'avancement dans lequel vous êtes. C'est parti. Donc Teddy, moi j'ai 33 ans, et donc on a lancé Hitch en 2013, donc ça fait 5-6 ans. Donc à l'époque j'avais 27 ans. Donc j'ai fait très rapidement, j'ai fait une école d'ingé avant et j'ai bossé 5 ans avant de lancer Hitch. Et donc j'ai lancé ça avec 2 copains, l'un qui est un de mes meilleurs potes qui avait fait Supélec avec moi et l'autre qu'on avait rencontré pour le projet et qui lui avait fait l'Epitech et donc qui est le CTO. Moi j'avais bossé 3 ans dans l'énergie solaire et 2 ans dans un équivalent de Groupon au Maroc où j'avais aidé une copine d'école et du coup j'étais directeur commercial, donc un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, quand je suis rentré en France début 2013, au début, je ne voulais pas spécialement monter de boîte. C'était peut-être un peu différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas The Family tout début 2013. Ils sont arrivés courant 2013. Et c'est vrai que je n'avais pas pour ambition vraiment de monter une boîte. J'avais commencé à chercher un boulot. Mais bizarrement, j'ai des potes qui ont commencé à me chauffer pour réfléchir à l'idée de monter une boîte. Et aussi, quand je passais des entretiens, je me rendais compte que j'avais du mal à trouver un truc qui me plaisait. Et le dernier entretien que j'ai passé, le mec était très sympa parce qu'il m'a dit bon, en fait, j'aimerais bien te recruter, mais je pense que si je te recrute, dans 3 mois, tu n'es plus là. Alors je lui dis ah, bah merde, pourquoi? Il me dit honnêtement, tu vas te faire chier, quoi. Je lui dis ok, bon, bah, très bien, on va commencer à réfléchir à d'autres choses. Et en fait, voilà, il m'a expliqué que d'après ce que j'exprimais, apparemment, j'avais besoin de beaucoup plus de liberté et de créativité que ce qu'une entreprise un peu plus classique pouvait offrir. Et je pense que ça a un peu nourri la réflexion de lancer aussi de partir aussi sur un projet entrepreneurial. Après, l'idée de Hitch, elle est venue assez simplement. Quand tu es en 2013 à Paris et que tu as 27 ans, et que comme moi, tu aimes bien sortir et faire la fête, et comme Mathieu, mon associé, bah, du coup, assez vite, tu peux avoir cette idée-là parce que tu te retrouves dans un moment où il y a 3 phénomènes différents qui vont se télescoper. Le premier, c'est l'évolution technologique. Donc en 2013, tu as déjà Uber, tu as déjà chauffeur privé, donc tu as des applications de VTC, donc tu vois que tu peux mettre en relation des passagers et des conducteurs, donc ça fonctionne et c'est possible. Mais à côté de ça, en 2013, c'est aussi un peu au sommet de la hype de l'économie du partage. Là, c'est un peu redescendu depuis. Maintenant, tu vois, t'es passé de l'économie du partage à uberiser, quoi. Il y a un truc qui s'est passé entre-temps et c'est devenu un peu moins glamour. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui avait un peu plus la cote. Et du coup, c'était assez naturel de se dire, OK, des particuliers vont pouvoir proposer un service. Et s'ils gagnent un petit peu d'argent, mais que tu restes dans une notion de partage de frais, finalement, c'est bien parce que ça arrange tout le monde. Tu vas proposer un service un petit peu différent qui peut compléter aussi les solutions professionnelles existantes. Et bon, ceux qui proposent le service, ça leur permet de rembourser une partie des frais de leur voiture, dans notre cas en l'occurrence. Et à côté de ça, tu avais le 3e point qui était ce qu'on appelle un petit peu maintenant le renouveau de la nuit parisienne, parce que les années 2009-2010, la nuit à Paris était pas top. Et ensuite, à partir de 2011 et surtout 2012 et encore plus 2013, tu as eu un peu cette vague électro-berlinoise qui est arrivée sur Paris avec pas mal de collectifs qui vont en banlieue pour proposer des soirées un peu plus grandes avec plus d'espace et où tout le monde peut venir et qui sont un peu plus ouvertes, on va dire. Et donc forcément, quand tu veux sortir en banlieue, c'est un peu compliqué déjà pour y aller. Et alors pour rentrer, c'était une vraie galère à ce moment-là. Donc quand tu prends ces 3 éléments-là, tu mets le besoin de mobilité nocturne, le développement technologique et l'économie du partage, tu secoues un peu et beaucoup de gens
ont pu avoir l'idée de Hitch à ce moment-là, qui était une application qui met en relation des conducteurs, donc des particuliers qui vont conduire de temps en temps pour amortir une partie des frais de leur voiture, et des passagers qui veulent se déplacer le soir. Donc au début, on était ouvert que le soir, que la nuit, et puis petit à petit, après, on s'est développé sur d'autres schémas. Donc on a été une plateforme d'économie du partage jusqu'à mars 2017, quand on a été condamné. Bon, je vais vous raconter ça. Mais au début, c'était vraiment un modèle pour aider les jeunes à se déplacer le soir. Donc ça, c'est l'idée de départ. Bon, une fois que tu as l'idée, c'est cool d'avoir l'idée. Après, l'idée, ça ne fait pas grand-chose en vrai. Ça ne va pas mettre des passagers dans les voitures de tes conducteurs. Donc du coup, forcément, on s'est posé la question comment on allait pouvoir démarrer. Et assez vite, on s'est dit, en fait, ce qui est bien en visant la nuit et en visant les jeunes qui veulent sortir, c'est qu'a priori, si tu fais des partenariats avec des soirées le vendredi et le samedi soir, tu peux mettre un petit stand, et puis là, tu vas avoir des gens qui sont clients de la soirée, et puis qui vont vouloir rentrer chez eux, et puis toi, tu les interceptes avant qu'ils soient à l'extérieur de la boîte de nuit, et puis là, tu peux leur proposer ton service. Donc ça, on avait eu assez vite cette intuition-là, et en gros, pour vous refaire l'histoire, nous, on a commencé vraiment à bosser sur Hitch au mois d'avril 2013. On a rejoint The Family, je crois, au mois de juin 2013, donc assez vite. On fait partie des premières entreprises de The Family. Et ensuite, on a lancé l'application en septembre 2013. Et du coup, et je pense que The Family nous a toujours énormément aidé, mais notamment au début, parce qu'ils nous ont pas mal challengé sur ce qu'on allait faire pendant cette période-là où on n'avait pas encore d'appli. Et notamment, la première fois, on a rencontré Oussama. Il nous dit, c'est très bien votre idée d'aider les jeunes le soir, mais alors c'est quoi vos chiffres et tout ça? Et donc nous, on dit, pour l'instant, on n'a pas encore l'application, mais voilà, on est en train de la développer et tout ça. Il dit, mais pourquoi vous démarrez pas et pourquoi vous faites pas des partenariats déjà avec des soirées? Donc on le regarde, on fait, ouais, en vrai, on peut, vas-y. On avait déjà commencé à chercher des conducteurs, donc on avait déjà un peu anticipé, donc on commençait à en avoir quelques-uns. Donc on lui dit, ouais, ok, vas-y, la semaine prochaine, on va faire un partenariat avec une soirée, et puis on aura des conducteurs, et puis on va essayer de trouver des passagers, mais on n'a pas d'application. Et je pense que pour ceux qui sont en train de lancer des boîtes, c'est probablement la meilleure manière de faire, de lancer ton service quand tu n'as pas encore de produit, parce que ça te permet un certain nombre de choses, mais notamment ça te permet de te comporter comme ton produit. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, Uber, quand tu commandais un Uber, la promesse de Uber, c'était tu peux avoir un conducteur en un clic. En gros, tu arrivais sur l'application et tu disais je suis là, commandais un Uber, et puis le chauffeur arrivait, et puis après, il t'amenait là où tu voulais aller, et puis à la fin, tu voyais un prix et tu payais. Et Hitch, nous, quand on a été dans les soirées, forcément, tu parles avec des jeunes qui sortent de soirée, et puis tu leur dis, écoute, si tu veux, ce soir, tu peux rentrer en Hitch. Et là, ils te disent, c'est quoi? Donc tu dis, en gros, c'est une solution, t'inquiète, c'est plus sympa que les taxis, c'est moins cher, c'est cool, on a des conducteurs en partenariat avec la soirée, ils sont très sympas, si tu veux, tu peux tester. La première chose que le passager te dit, le futur passager te dit, c'est, ah ouais, ok, combien ça coûte? Forcément, quoi. Bon, ça, c'est logique. Et donc toi, là, tu lui demandes, je sais pas, tu vas où? Et là, il te répond et tu lui donnes un prix. Donc, au début, complètement au hasard. Donc, il te donne un prix, tu fais, c'est 12 euros. Il te dit, mais j'ai payé 10 euros en taxi à l'aller. Tu fais, ok. Bon, c'est 8 euros en fait, t'inquiète. Voilà, donc ça te permet petit à petit de construire ton algorithme de prix, donc ça c'est bien. Mais surtout, ça te permet de voir en fait comment ton produit doit interagir avec ton utilisateur, parce qu'au début, le produit c'est toi. Et Hitch a été la première appli donc, en France et peut-être même dans le monde sur ce type de service, où on a forcé les passagers à entrer leur destination pour toujours afficher un prix. Et ça, on avait l'intuition, parce qu'on savait qu'on allait bosser avec, qu'on allait plutôt viser les jeunes qui sortent de soirée, donc qui sont quand même un peu plus sensibles au prix. Et nous, un des trucs qui nous faisait vraiment chier sur le taxi, c'était le fait de ne pas connaître le prix. Donc en gros, quand tu montais dans un taxi, le problème que tu avais, c'est que tu étais plus ou moins obligé de surveiller le chemin qu'ils prenaient, parce que tu ne savais pas trop ce qui allait se passer, quoi. Alors que nous, on avait envie de créer une expérience où tu montes dans la voiture. À la limite, si le chauffeur ne prend pas le trajet le plus court, c'est pas trop grave parce que toi de toute façon le prix va pas bouger, donc tu peux juste t'amuser dans la voiture, discuter avec tes potes et tu t'en fous, t'as pas vraiment à surveiller la route. Donc on avait déjà cette intuition, mais c'est vrai que quand tu es sur le terrain, c'est confirmé tout de suite, quoi. Tout le monde voulait connaître le prix avant de démarrer. Et c'est vrai que quand on te conseille généralement de faire un produit, on te dit faut qu'il y ait le moins d'étapes possible parce qu'à chaque étape tu vas perdre des gens, et donc Uber et toutes les applis à l'époque avaient plutôt décidé de pouvoir commander en un clic, et Hitch est parti sur un autre truc qui a aussi créé un peu notre différence.
concurrence, à mon avis, parce que forcément, après, vu que tu affichais des prix et qu'en plus nos prix étaient quand même assez intéressants, bah, tu avais pas mal de bouche à oreille parce que les gens voulaient tester des trajets, ils voyaient les prix, ils comparaient, etc. etc. Donc voilà, donc, premier conseil, si je peux me permettre. Si vous n'avez pas encore lancé votre produit, c'est bien. Essayez de le lancer manuellement. Essayez de voir où vous pouvez toucher vos utilisateurs et vos passagers. Enfin, pas vos passagers, vos utilisateurs. Parce que clairement, c'est là aussi où tu vas apprendre le maximum d'informations, quoi. Bon, c'est un truc qu'on vous a dit et redit, probablement. Mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Et puis après, bien évidemment, le fait, nous, d'être tous les vendredis et samedis soirs sur le terrain. Parce qu'en gros, au début, quand on a lancé Hitch, on n'avait pas d'argent, quoi. En plus, quand tu allais voir des gens pour dire ouais, vous voulez investir dans Hitch, enfin même les premiers mois, on n'était même pas allé voir des gens puisque on n'avait pas grand-chose à leur montrer. Et puis après, on a démarré, mais tu es en 2013, c'est pas exactement le même marché qu'aujourd'hui, et tu leur expliques que tu vas essayer de concurrencer Uber. Bon, il n'y a pas grand monde qui a envie de te suivre non plus, quoi. Donc c'est quand même, voilà, faut quand même avoir une bonne traction et avoir prouvé quelque chose avant de pouvoir lever de l'argent sur ce genre de sujet, quoi. Et donc du coup, bah, quand tu n'as pas d'argent, sur une marketplace comme ça où tu as deux communautés, donc tu as tes passagers et tes conducteurs, c'est quand même un peu compliqué parce que tu sais que si tu n'arrives pas à avoir des passagers pour tes conducteurs, sachant qu'au début on était ouvert que le vendredi et le samedi soir de minuit à 6h, bon, les conducteurs, ils t'aiment bien, ils étaient sympas, mais le week-end prochain, ils vont pas revenir si tu n'arrives pas à leur trouver de passagers, quoi. Et réciproquement, pareil, si tu n'as pas de conducteurs, les passagers ne reviennent pas. Donc tu es obligé de réussir à faire grossir ces deux communautés en même temps, ce qui est jamais évident. Et c'est beaucoup plus dur sur une marketplace temps réel. À la limite, sur un Blablacar ou un Drivey ou un Airbnb, bon, si ta communauté qui poste des annonces, elle a personne, c'est moins grave, quoi. Ils ont, à part perdre un tout petit peu de temps pour créer l'annonce, à la fin, il ne s'est pas passé grand-chose. Nous, les mecs, ils étaient quand même entre minuit et 6h du matin, ils étaient dans leur voiture et ils attendaient d'avoir des passagers, quoi. Donc c'est un peu plus... faut vraiment réussir à faire en sorte que les conducteurs et les passagers soient contents. Et donc nous, la seule strat à laquelle on avait pensé à l'époque, vu qu'on n'avait pas de thunes, c'était de se mettre à la sortie des soirées et de trouver manuellement des passagers. Donc pendant à peu près 9 mois, tous les vendredis et samedis soirs, tu avais Mathieu dans une soirée dans Paris et puis moi dans une autre. Et puis de minuit à 6h, on chopait tous les mecs qui sortaient de la soirée et puis on essayait de les mettre dans des voitures. Donc ça ne nous faisait pas énormément de trajets, mais quand tu fais ça, tu arrives à gérer 3-4 conducteurs, tu arrives à créer manuellement 15-20 trajets, mais ça a permis de démarrer le service. Et puis après, on essayait de prendre des soirées qui n'étaient pas exactement au même endroit dans Paris pour que tu aies des conducteurs un peu... à l'est de Paris, enfin l'est de Paris, un peu à l'ouest de Paris. Et puis petit à petit, vu que le service plaisait, bah, on a pu rajouter des conducteurs qui, eux, réussissaient à avoir des demandes qu'on ne créait pas manuellement. Mais nous, on a dû démarrer comme ça parce que bah, en fait, c'était la seule option pour démarrer. On ne savait pas trop comment faire. Donc voilà pour les premiers mois, on va dire, d'été 2013. Et puis ensuite, à partir du mois de septembre, bah là, on a eu l'application. On a continué quand même à faire nos partenariats avec les soirées parce que ça fonctionnait bien, donc pourquoi arrêter? Et puis, je crois qu'on a arrêté quand on faisait en gros plus de 200 trajets par soir parce que du coup, nous, on en générait une trentaine et donc on en générait 15%. Donc, ça commençait à être pas la majorité de nos trajets, voire de très loin. Et du coup, finalement, on se disait qu'on avait mieux à faire de nos soirées. Il fallait commencer à faire un peu de support, il fallait être disponible pour répondre au téléphone pour les passagers, pour les conducteurs, etc. Donc du coup, on avait changé un peu de système, donc on bossait encore le soir. En gros, de minuit à 2h du matin, on allait devant les gros clubs, parce que là, tu as des longues files d'attente. Il y a des gens qui attendent pour rentrer dans la soirée. Donc là, on était avec nos flyers, on parlait de la solution. Donc ça fonctionne très bien, parce que tu voyais 200 personnes en une demi-heure, 1 heure, donc c'est génial. C'est un peu moins engageant que quand tu prends les gens à la sortie de la soirée, parce que quand tu prends les gens à la sortie de la soirée, tu les mets dans une voiture. Là, vraiment, ils utilisent ton service, donc là, c'est vraiment génial. Bon, là, quand tu fly avant que les gens rentrent dans la boîte de nuit, c'est un peu moins engageant, mais ça te donne quand même une intuition si ton service y plaît. Parce que tu as pas mal de boîtes, tu découvres le monde de la nuit quand tu fais ça. Enfin, tu connais un peu le monde de la nuit vu que tu sors, mais tu découvres le monde de la nuit sans être bourré, ce qui est différent. Donc tu vois des choses que tu ne vois pas d'habitude. Et notamment, il y a beaucoup de gens en fait, qui distribuent des flyers à l'entrée des boîtes de nuit. Et un truc qui est marrant, c'est que tu peux aussi voir... une fois que tout le monde est rentré, tu peux voir quels sont les flyers par terre.
Et du coup, nous, on se rendait compte qu'effectivement, les flyers Itch, ils étaient plutôt pas trop jetés, donc les gens avaient tendance à les garder, alors qu'en plus au début on n'offrait pas de code promo, on n'avait pas d'argent, et de toute façon tout était en cash parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire la partie paiement sur l'appli. Mais les gens gardaient quand même le code promo parce que tu voyais que ça les intéressait, alors que tu avais c'est souvent des organisateurs de soirées qui distribuent aussi des flyers devant d'autres boîtes. Bon bah eux généralement tu voyais beaucoup de flyers par terre, quoi. Donc ça te permet aussi de voir si ton truc fonctionne. Donc voilà, donc on a fait ça pendant un moment, et puis du coup après on faisait plutôt du service client. Il fallait qu'on reste éveillé jusqu'à 6h du matin, donc du coup on sortait aussi. Et on rentrait dans une des boîtes où on avait flyé en gros. Et après on essayait de faire du support avec un casque au milieu du son, ce qui ressemblait pas à grand chose, mais on basculait assez vite sur du SMS. Mais au moins on a respiré un peu sur nos vendredis et samedis soirs, parce que voilà, ça faisait du bien de faire un peu autre chose que bosser tous les week-ends. Autre point, autre raison à mon avis pour laquelle c'est important d'être beaucoup sur le terrain au début, c'est qu'effectivement tu vois beaucoup plus tes utilisateurs, donc nous, nos passagers et nos conducteurs, et donc ça te permet de comprendre énormément de choses. Par exemple, moi je me souviens à l'époque, au tout début de Hitch, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, les VTC, et notamment Uber, étaient connus pour les bouteilles d'eau. On disait, ah ouais, c'est génial, t'as un truc qui vient d'arriver, c'est les chauffeurs avec les bouteilles d'eau. Et c'était un peu resté comme voilà, l'image de marque des chauffeurs VTC. Et puis moi, à un moment, je flyais en sortie de soirée, et puis j'avais un driver qui était arrivé, et pour l'instant, j'avais pas de passagers, c'était un peu tôt, personne sortait. Donc il me dit, bon, bah, si tu veux, vas-y, je vais t'aider un peu, donne-moi des flyers, et puis bon, voilà, on commence à flyer les gens qui sont autour de la soirée, etc. Et puis en discutant, il me dit, ah, t'es dit, la semaine dernière, j'ai mis des bonbons dans la voiture. C'est génial, les gens, ils adorent. Et je fais, ah bah ouais, c'est cool, c'est sympa pour les passagers, c'est cool. Et bon, voilà, on fait la soirée comme ça, après je lui trouve un passager, et puis voilà. Et quelques semaines plus tard, je crois 2-3 semaines plus tard, j'étais en train de flyer devant le Divan du Monde. Et là, je donne un flyer à quelqu'un, et le mec me fait, ah ouais, mais Hitch, je connais. Et son pote lui fait, bah non, qu'est-ce que c'est? Et il répond, bah si, tu te souviens, c'est le truc avec les bonbons. Et là, je fais, oh putain. Tu vois, pour que tu dises, le mec, ce qu'il a retenu de son trajet, c'est les bonbons, quoi. Tu vois, quand même, il a roulé, etc. Mais ce qu'il a retenu, et pour décrire à son pote, c'est le truc, je crois, la voiture avec les bonbons. Donc là, je fais, ok, d'accord. Et donc, moi, à l'époque, je rencontrais tous les conducteurs qui voulaient conduire sur Hitch, parce que je leur expliquais le modèle, je leur expliquais que c'est un moyen de rembourser une partie des frais de leur voiture, etc. etc. Et du coup, bon, bah, quand je les rencontrais, je leur donnais aussi un peu des conseils sur la manière dont on pensait que ça devait se passer. Donc après, j'ai vraiment changé mon discours. Donc la fois d'après où j'ai revu des drivers, j'étais en mode, bon, bah, de toute manière, sur Hitch, tous les conducteurs ont des bonbons. Il y en avait un qui avait des bonbons. Je disais, tous les conducteurs ont des bonbons. Si tu mets pas de bonbons, de toute manière, tu auras des mauvaises notes. Donc tu vas te faire sortir de l'appli, parce que les passagers, maintenant, ils sont trop habitués, ils veulent tous des bonbons, etc. Et donc du coup, petit à petit, bah, les drivers ont commencé à mettre des bonbons. Et je pense que 2014, parce qu'après 2015, on a commencé à avoir des problèmes juridiques. Mais en 2014, parce que Uber Pop, vous vous souvenez d'Uber Pop ou pas? C'est la version avec des particuliers de Uber. Et donc Uber Pop s'est lancé en février 2014. Donc ce qui nous a un peu aidé aussi, hein, parce que ça a éduqué le marché. Et je pense que fin 2014, dans la tête des gens, tu avais Uber, c'est les voitures avec les bouteilles d'eau, et Hitch, c'est les voitures avec les bonbons. Et sur Uber, tu avais des bouteilles d'eau et des bonbons. Et sur Hitch, tu avais principalement des bonbons, mais tu avais aussi souvent des bouteilles d'eau, parce que du coup, on faisait la même chose. Mais sur les cibles que tu avais sur tes utilisateurs, c'est fou à quel point il y en a qui étaient intéressés par les bouteilles d'eau et il y en a qui étaient intéressés par les bonbons, quoi. Et c'était vraiment segmenté, ce qui était assez marrant. Donc voilà, donc c'est des trucs où je pense que quand tu es sur le terrain et quand tu parles énormément avec tes utilisateurs, bah, tu le vois, alors que si tu fais pas ça, tu le verras pas, quoi. Donc voilà, si vous êtes en train de monter une boîte, bah, essayez de vous lancer le plus tôt possible, et tu n'as jamais besoin d'avoir un produit pour te lancer. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ouais, je veux faire ça, et tu trouves pas une solution pour qu'il lance en 2-3 jours. Ça n'existe pas. Tu peux toujours le lancer en 2-3 jours, soit parce que je sais pas, tu vas acheter les produits d'un concurrent et tu vas les revendre, et tu vas voir si tu arrives à les revendre en changeant un petit truc, soit parce que tu peux toujours lancer en 2-3 jours. Et une fois que tu as lancé en 2-3 jours, ça te permet de